Bonjour, bonjour, bonjour. Merci de vous installer. Nous allons commencer cet après-midi de conversation autour des femmes photographes. C'est un rendez-vous annuel avec Paris Photo que nous menons en partenariat avec le ministère de la Culture sur les femmes. Ce parcours que nous avons appelé LX Paris Photo et que nous avons inventé il y a 5 ans. Donc moi je suis Fanny Escoulène, chef du département de la photographie au ministère de la Culture, et c'est un sujet évidemment qui nous tient éminemment à cœur de travailler à une meilleure visibilité, une meilleure reconnaissance des femmes dans la photographie. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, il y a énormément de bruit autour, je pense que ça va. Je voulais juste vous dire que les choses progressent très bien. La photographie aujourd'hui est même une bonne élève en matière de présence des femmes dans la discipline. Et ça, c'est grâce au travail d'Agnès Salle, qui est haute fonctionnaire à l'égalité et à la diversité au ministère de la Culture, qui devait être parmi nous aujourd'hui et faire ce discours. Elle a été retenue au ministère et donc je la remplace. Donc je fais sa doublure et malheureusement, je n'aurai pas exactement les mêmes mots qu'elle. Je lirai simplement quelques éléments de langage qu'elle a tenu à m'envoyer. Je voulais simplement ouvrir cet après-midi par une très belle phrase qui nous a été envoyée par une artiste photographe que je citerai, et je m'excuse par avance d'écorcher son nom, Boulomsouk Sfaifafan, et qui dit ceci: exister et lutter. Exister, c'est être réel, concrète, dans le temps, dans l'espace. Pas seulement être, car être n'est pas exister. Un chiffre est, mais n'existe pas. Même si celui-ci est important pour pointer du doigt le vide, le manque, l'absence de nos récits, de nos regards, de nos rêves, de nos vies. Pour nous, exister dans l'art, dans tous les arts, c'est déjà lutter. Et je voulais dire que voilà, nous sommes en lutte d'une certaine manière depuis de nombreuses années, grâce à des personnes qui nous accompagnent et qui ont beaucoup œuvré dans la photographie pour compter, d'abord, puisque sans chiffres, nous n'existons pas malgré tout. Et qu'une fois que nous avons posé ces chiffres, nous pouvons continuer à lutter et donc à progresser. Les chiffres donc sont en progression nette depuis plusieurs années. Il y a 5 ans, quand nous avons créé ce parcours LX Paris Photo, avec la complicité de Florence Bourgeois, directrice de Paris Photo, et le soutien de Kering et son programme Women in Motion, nous étions à environ 20% de femmes photographes présentes dans la foire. Aujourd'hui, année après année, grâce à ce dispositif, grâce évidemment à beaucoup d'autres choses dans le milieu de la photographie qui ont été mises en place, de dispositifs, de résidences, de bourses, d'accompagnement, cette visibilité a progressé et nous voyons que les chiffres aujourd'hui parlent d'eux-mêmes puisque nous avons 32% de femmes photographes présentes en 2022 dans la foire. 32%, c'est un tiers à peu près donc, mais c'est encore en deçà de ce que nous espérerions avoir. Les chiffres, par ailleurs, sont en progression dans les lieux d'exposition, dans les festivals. Cette année, nous avons compté à nouveau. Nous sommes à près de 63%, par exemple, de femmes photographes exposées dans les festivals. Là où, en 2018, quand Marie Daucher interpellait Sam Sourzé, directeur du Festival des Rencontres d'Arles, nous avions un peu moins de 20% de femmes exposées. Donc les choses ont considérablement progressé. Nous avons cette année 41% d'acquisition de femmes photographes dans les collections publiques. Nous avons près de 50% de femmes exposées également dans les lieux de photographie. Nous avons aussi davantage de femmes à la tête des institutions, à la tête des festivals. Donc tout ça est en nette progression, comme je vous le disais. Et c'est pour ça peut-être que la photographie, grâce à tout ce travail que nous avons collectivement mené, est en large progression. Et donc aussi perçue comme une des bonnes élèves de la création artistique. Je terminerai par ces mots d'Agnès Salle qu'elle m'a transmis, qu'elle aurait évidemment dit mieux que moi, simplement pour rappeler la politique générale du ministère de la Culture en faveur de l'égalité et de la diversité.
Cette égalité entre les femmes et les hommes figure au cœur de nos préoccupations. Le ministère de la Culture a été le premier à obtenir en 2017 le double label Égalité et Diversité délivré par l'AFNOR. Le renouvellement en mai dernier de cette double labellisation est la preuve de son engagement manifeste et pérenne sur ces principes. Cette politique ambitieuse, volontariste et transversale en faveur de l'égalité a pour objectif de progresser vers une obligation de résultat, c'est-à-dire augmenter de façon mesurable et durable l'égalité dans les faits et construire une culture de l'égalité tant dans les services, les établissements et les institutions culturelles que dans tout le champ des politiques qu'ils portent. Depuis 2013, l'Observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture permet de disposer de résultats chiffrés publiés chaque année. Et la feuille de route égalité, actualisée chaque année depuis 2018, affirme des engagements forts dans le domaine de la politique de recrutement au sein du ministère et de ses opérateurs, et porte des principes réaffirmés d'égalité dans l'accès aux moyens de création, de production, aux postes de responsabilité, de lutte contre les violences et de déconstruction des stéréotypes. Récemment, des réalisations fortes ont été menées. Dans les politiques culturelles, les aides publiques sont conditionnées à la lutte contre les VHSS, les violences et le harcèlement, contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel depuis 2021 dans les secteurs du cinéma, de la musique et du spectacle vivant, et depuis 2022 dans les arts visuels et le livre. Par ailleurs, des dispositifs de bonification des aides publiques pour privilégier les projets dont les équipes sont paritaires et ou promeuvent les enjeux d'égalité ont été mis en place, notamment le bonus cinéma effectif depuis 2019. La politique égalité a été portée par le ministère à l'échelle territoriale ainsi qu'à l'échelle européenne et internationale. Cette politique volontariste a eu des résultats puisqu'aujourd'hui, la parité est quasiment atteinte à la direction des opérateurs nationaux et dans l'audiovisuel public, et une progression a eu lieu dans les établissements de la création artistique soutenus par le ministère. En 2022, 68% de femmes sont à la tête des 41 musées nationaux, contre 47% en 2017. 41% de femmes sont directrices régionales des affaires culturelles, contre 24% en 2017. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à la tête des FRAC et des centres d'art. Les centres dramatiques nationaux montrent une nette progression, 42% de femmes à leur tête contre 21% en 2017. Par ailleurs, la parité est atteinte parmi les commissaires des plus grandes expositions d'art plastique. Voilà, donc ce sont évidemment des chiffres et des données très encourageants. Nous continuons à nous battre collectivement. Je voulais rappeler et simplement souligner l'importance des actions qui sont menées par les militantes, par les collectifs, par les réseaux que nous soutenons par différents moyens. Ce soir, nous avons proposé à Marie Daucher, qui est une figure emblématique de ce combat, appelons-le comme ça, de prendre la parole, de réunir des voix nationales, internationales, et de nous livrer voilà, une performance manifeste pendant 1 heure. Donc à 18h30, je vous invite à revenir et à entendre cette voix collective qui porteront justement les actions qui se sont faites dans la photographie depuis 5 ans et depuis la création de ce parcours. Je passe la parole à Federica Chiocchetti, qui est la commissaire 2022 de ce magnifique parcours, que je vous invite à aller voir dans la foire. Elle a choisi 77 œuvres. On a publié cette très belle brochure voilà, dont je suis très fière, et elle vous expliquera évidemment tout ça mieux que moi. Merci beaucoup. Merci Fanny, c'est un honneur et un plaisir de collaborer à cette initiative fondamentale qui est LX Paris Photo. Un grand merci à Florence Bourgeois et son équipe formidable, et à Caring Women in Motion pour le soutien. I'm going to switch to English because we have a panel of international Fanny speakers. parlait des chiffres. Fanny was mentioning the Et comme vous l'avez peut-être remarqué, un chiffre est souligné dans mon processus de sélection de femmes artistes photographes pour le parcours
C'est important de souligner le fait que ce soit un parcours, pas une exposition. Chaque artiste photographe expose ses œuvres chez sa galerie ou sa maison d'édition, met ensemble et partage des pages. Les pages de la petite brochure que nous avons publiée avec le graphiste Perroquet, où les images sont présentées non pas dans un ordre alphabétique ou chronologique, mais pour créer un dialogue entre les images. La raison du choix de ce chiffre était quelque chose d'assez amusant et en même temps un peu chamanique. Je voulais trouver un chiffre symbolique pour fêter le 25e anniversaire de Paris Photo. Je travaille beaucoup dans la littérature et avec l'association d'idées et j'ai été inspirée par le Polypo, Louvain de littérature potentielle, qui est un groupe d'écrivains fous qui s'imposent des règles mathématiques dans leur écriture. Et j'ai cherché donc un chiffre symbolique et je me suis donné quelques règles pour, par exemple, éviter de répéter les artistes qui avaient déjà été sélectionnés dans les éditions précédentes de LX Photo, mais également pour élargir et étendre le parcours aux maisons d'édition. Aujourd'hui, pour une femme photographe, il me semble plus simple de publier un livre que d'être représenté par une galerie. Du coup, il était très important d'aller voir ces maisons d'édition et ces publications parce que les livres sont des œuvres d'art aussi. On a un jeu de société napolitain qui s'appelle le Tombola. Et c'est comme une loterie. Et le chiffre 77 est associé aux jambes des femmes, comme si elles devaient toujours être longues et fines. Mais ce qui est drôle, c'est que le même chiffre est associé au diable. Il faut croire que derrière ce qui semble un chiffre neutre, il y a un reliquat de la société patriarcale qui voyait les femmes comme des sorcières effrayantes. Et je voulais vraiment réhabiliter ce chiffre et de faire un hommage au mouvement féministe italien pour lequel l'année 1977 est une année très importante. D'où le choix de ce chiffre et j'espère que vous allez pouvoir naviguer dans la foire et découvrir les artistes sur leur stand et dans la brochure qui est gratuite et distribuée partout dans la foire. Je suis ravie également qu'une partie de la programmation de la foire, un des moments les plus forts, c'est cette journée de réflexion, des conversations. C'est un honneur pour moi d'avoir pu organiser la conversation qui va suivre et celle d'après. On va bientôt commencer avec écrire l'image, un panel avec des invités artistes, Carla Liesking, Hélène Giannacchini et Vince Aletti. Après, on aura un autre panel pour fêter les femmes artistes photographes avec Damaris Amao, Maria Kapayeva et Fiona Rogers. Et c'est une journée très riche et nous allons voir aussi une conversation entre Rosalind Fox-Solomon et Sarah Meister. Rosalind Fox-Solomon a été sélectionnée lors du tout premier LX Paris Photo par Fanny Escoulène en 2018. Et cette conversation fera partie donc, de l'expo de la Muse Collection. Donc, et Nathalie Archdorfer est commissaire d'exposition pour cette exposition. Ensuite, nous aurons un événement de performance organisé par des activistes Marie Couchet et Delphine Bedel. Et ce sera une performance donc, du manifeste donc, des 5 ans dans le circuit de L pour photo. Donc, je vais vous présenter nos panélistes. Moi, je dois avouer être légèrement obsédée par cet argument, donc ce sujet du lien entre les mots et l'image. Donc, il y a
une relation problématique entre la réalité et l'imaginaire. Donc, souvent, les effets surprenants produits par la combinaison donc des mots et des images est toujours fascinant. Donc, j'ai une citation de Victor Bergin qui compare donc les dynamiques image-texte entre les dynamiques des sexes, des genres. Et donc, je cite, on devrait soupçonner donc l'association de l'image et de la liberté. La patriarchie dépend de sa division. Donc, j'ai interprété ce passage comme une invitation donc d'aller au-delà de l'opposition binaire homme-femme, mots et images, et de célébrer donc une approche un peu plus intéressante. Donc. Et c'est pour cette raison que j'ai invité des panélistes qui vraiment qui vont au-delà des conventions et qui explore ces disciplines de façon beaucoup plus intéressante. Donc, j'ai à ma droite donc Carla Leisching, donc, qui travaille sur la photographie, l'écriture, le collage, la sculpture, la fabrication de livres et le design. Donc, son expérience dans l'Afrique du Sud, dans son enfance, elle considère les intersections de la représentation de la connaissance du pouvoir en mettant l'accent sur les histoires coloniales et les constructions de la race et de la géographie. Donc, Good Hope a été publié par Mac en 2021 et ce livre a été présélectionné pour le prix Aperture Paris Photo First Book Award 2022, ainsi que pour la catégorie phototexte du prix du livre d'art. Donc, Carla est basée à New York et travaille en tant que professeure de théorie et de pratique à Ithaca College, en tant que membre de la faculté de l'International Center of Photography et en tant que coordinatrice de l'école de critique et de théorie. Donc, en 2023, elle rejoindra l'Université de Cornell en tant que critique invitée et photographie. Donc, Hélène Janekin est écrivaine et théoricienne de l'art. Elle est docteure en littérature, spécialiste des rapports entre texte et image. Elle enseigne la théorie de l'art contemporain à l'École européenne supérieure de l'image de Poitiers. Donc, elle a publié aux éditions du Seuil dans la collection La librairie du XXIe siècle. Une image peut être vraie, 2014, et Voir de ses propres yeux, 2020. Elle était pensionnaire de la Villa Médicis en 2018 et 2019, de la ville Albertine en 2022 et résidente au Centre national de la danse en 2021 et 2022. Au mois de juin 2023, sa pièce Cortège, dont elle a écrit le livret, composé par Sacha Blondeau et interprété par François Chéniaud, sera jouée à la Philharmonie de Paris. Et ensuite, nous avons Vince Aletti, qui est critique et commissaire d'exposition à New York. Entre 2005 et 2016, il a chroniqué des expositions de photographie pour la section Goings On About Town du New Yorker. Et auparavant, il a été rédacteur artistique du Village Voice et critique photo du journal pendant 20 ans. Il rédige régulièrement une chronique sur des livres de photos pour le magazine Photographe et contribue occasionnellement à Aperture, Art Forum et d'autres magazines. Il est le lauréat du prix Infinity 2005 en écriture du Centre national de la photographie, où il a été conservateur adjoint en 2009. M. Aletti a été co-conservateur de Weird Beauty, Fashion Photography Now avec Carol Squires. Il était conservateur de This Is Not a Fashion Photograph, tous deux à l'ICP. Il a travaillé avec Squires sur Avedon Fashion, l'exposition de l'été 2009 du musée, ainsi que sur son catalogue et une autre collection publiée à la fin de l'année 2008. Il a également publié un recueil de chroniques hebdomadaires sur le disco en 2009 et on a publié Fashion Magazines en 2019. Donc, merci d'être ici aujourd'hui, tous les trois. Ma première question, donc pour Carla. Donc nous partageons cette obsession mots et images
Et nous partageons aussi l'expérience de l'Ithaca à New York. J'aimerais que vous partagiez votre vision sur ce rapport mystérieux, et donc qui est basé dans votre pratique. Et voilà, donc elle a une présentation, je pense, si vous pouviez l'afficher, s'il vous plaît. Donc tout d'abord, Federica, merci pour votre généreuse invitation. Voilà, c'est mon argument préféré, donc les mots et les images et le rapport entre les deux. Et merci à tout le monde à Paris. Je sais que vous avez travaillé sans relâche pour faire de cet événement un événement réussi. Donc, cette citation de Victor Bergen et l'idée donc de ces mélanges vraiment débauché en fait, et le mélange de ces idées et le travail métaphorique pour éliminer ces rapports binaires. Je trouve cela fort intéressant. Donc récemment, je parlais avec mes étudiants du livre de Catherine Taylor, des éditions SPBH. Ah pardon, excusez-moi. Donc, je disais à mes étudiants que la question posée par ce livre, donc l'hommage et la référence à Roland Barthes, elle se pose la question, donc, quand les images et les textes sont réunis, est-ce que ces deux composent un nouvel objet, créent un nouvel objet, une nouvelle image? Et mes étudiants étaient très intéressés par la description de Catherine, par cette réunion en tant que rapport intime ou alchimiste qui ne se produit que quand deux êtres se rencontrent. Donc, ils étaient très enthousiasmés par ce rapport dans ce contexte intime. Donc, ce mélange. Et moi, j'ai bien aimé la description fournie par Catherine, donc le fait de dissoudre les barrières entre les deux disciplines. Donc, ce sont des disciplines bien ancrées, en fait. Et voilà, souvent, on le voit de la façon, on le voit en tant que rapport binaire. Moi, souvent, donc, j'ai une approche interdisciplinaire, surtout parce que je suis souvent frustrée par la photographie. Il y a une certaine méfiance de ma part, car c'est un moyen limité. Il y a une relation problématique, je pense, par rapport à la réalité. Et souvent, je trouve que j'ai toujours travaillé avec la photographie ou un peu en retrait, car la photographie est vraiment est née d'une histoire assez violente et couplée à cette technologie moderne. Voilà, nous aimons tous la photographie, mais je prends soin à travailler très soigneusement avec ce quelque peu de méfiance avec la photographie. Donc, j'essaie de retirer quelque chose d'une photographie qui va perturber le sens de cette image. Donc, l'écriture, pour moi, est une façon donc, de faire une sorte de fouille. Et je vois moi-même souvent dans ces images, ce n'est pas un processus passif, c'est plutôt un processus très subjectif. Cela implique l'extrapolation des théories continuellement. Donc moi, je trouve très compliqué. Ce sont des processus
neuronaux compliqués. Donc, dans un livre récent, donc How to See the World, on compare donc la vision moderne à Broadway Boogie Woogie de Mondrian. Moi, j'adore cette comparaison, finalement. James Ryan, donc, dans son livre Picturing Empire, et lui, bon, c'est une grande influence sur mon travail. Et il dit que les photographies sont des perceptions visuelles et pas parce que le format est une transcription naturelle, c'est parce que historiquement et culturellement, ce sont des images codées. Donc, utiliser les images des archives, l'écriture peut être vraiment une façon très puissante donc de perturber cette idée de la vérité, de bousculer ces idées préconçues et de l'utiliser comme une tactique pour aborder ces images qui peuvent être problématiques, entre guillemets. Ed Sanders et son idée donc de la poétique investigative me plaît beaucoup, donc de fusionner donc la poésie lyrique et la littérature historique et les récits à la première personne, enfin de tout mélanger, nous permettent de dire, de raconter ce dont on a du mal d'habitude à raconter. Donc, la poétique divinatoire est une autre chose. Comme si, quand on écrivait, donc, on fait une divination, par exemple, à la recherche d'eau. Donc, un de mes poètes préférés, donc, sud-africain, Enki Krauze, écrit sur donc des arrangements psychiques qu'il faut, ces positions qu'il faut prendre pour écrire, et ceci en tant que façon donc de creuser, d'aller au plus profond de l'idée. Donc, ces personnes décrivent l'écriture comme voilà une recherche, une fouille pour quelque chose qui va bien au-delà du visuel. Je pense que dans mon écriture à moi, et cette fusion entre l'image et le texte est une façon pour moi d'aller au-delà, de dépasser les limites imposées pour moi-même et les limites de la photo en elle-même aussi. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Donc, on va visualiser la présentation d'Hélène, s'il vous plaît. Donc, je vais vous poser une question similaire. Donc, vous passez entre différents styles, différents types d'écriture, donc la théorie de la photographie, la critique d'art, la critique littéraire, mais aussi donc de la fiction. J'ai bien aimé votre livre, donc je l'ai lu en tant que roman, mais même si pour vous c'est un livre voilà, ce n'est pas une œuvre de fiction non romanesque, donc j'aimerais que vous partagiez votre vision et comment entre les mots et l'image façonne votre travail. Et donc, elle va répondre en français. Donc, voilà, je vous invite donc à télécharger l'application afin de pouvoir entendre. Je pense qu'il faut que je réponde de deux endroits différents. Parce que d'un côté, moi, j'ai un parcours universitaire, j'ai fait une thèse en littérature, ma spécialité, c'est les rapports entre texte et image, et ma thèse était sur le travail d'une photographe et écrivaine, dont vous voyez l'image, qui s'appelle Alix Cléo Roubaud. Et donc là, les rapports entre texte et image, pour la photolittérature, ils sont d'abord plutôt conflictuels. On nous dit que souvent, ça dépend d'ailleurs, ça dépend des versions, mais quelqu'un comme Breton, André Breton, dit moi je ne vais pas faire des descriptions, je vais mettre des photos dans mes livres. Comme ça, ce que je ne peux pas faire, ce que je ne veux pas faire, je vais le déléguer à l'image. D'autres vont dire que l'écriture va venir prolonger des photographies parce qu'il y a des choses que l'image ne peut pas prendre en charge.
Je pense par exemple au livre L'usage de la photo d'Annie Ernaux et de Marc Marie, qui est ce livre où Annie Ernaux raconte qu'elle voit un homme, elle fait l'amour avec un homme régulièrement et qu'ils prennent des photographies de leurs vêtements, qu'ils les laissent à l'endroit exact où ils se déshabillent et qu'ils font des photographies ensemble, des photographies argentiques, et qu'après ils récupèrent les pellicules, qu'elle les regarde, qu'à la fois ces photographies portent quelque chose du moment qu'ils ont vécu, mais que c'est insuffisant et qu'elle elle éprouve le besoin à un moment de mettre des mots sur les images. Donc il y a toujours l'idée qu'il y a un manque. Soit l'image est insuffisante, soit l'écriture est insuffisante. Dans la citation de Bergin que tu nous as donnée, de Victor Bergin au début, l'idée c'est que les mots font la loi et que l'image est beaucoup plus frivole et qu'en fait les mots viennent la fixer. La personne, Alix Cléo-Roubaud, cette artiste sur qui j'ai fait ma thèse, dit l'inverse. Elle dit que l'image est toujours un fait, elle est toujours une vérité, et que c'est les mots qui sont frivoles, qui vont venir... parce que je peux faire une photo de la salle et dire que je suis à un salon automobile au Texas. Personne ne peut vraiment vérifier. Bon, ça serait un peu étrange, mais... Et donc, qui ment, qui dit la vérité? Personne n'est jamais vraiment d'accord. Donc moi, ça m'a beaucoup intéressé, ça, en fait, ces rapports complexes et conflictuels entre le texte et l'image. Ça, c'est d'un point de vue universitaire, disons. Je me suis aussi beaucoup intéressée à la manière dont la photographie a donné un modèle à une certaine forme d'écriture qui serait la poésie radicale aux États-Unis et en France. Je pense que c'est des écritures qui sont photographiques, c'est-à-dire que pour s'échapper d'une tradition lyrique, des poètes sont allés regarder du côté de la photographie pour inventer un nouveau langage. Je pense à des gens comme en France, comme Emmanuel Ocar, par exemple, qui dit qu'un des plus grands vers de l'histoire de la littérature est « Le mur du fond est un mur de chaux ». Alors, c'est un peu décevant. Et en fait, il dit non, c'est l'exact réel. Et ça, le mur du fond est un mur de chaux. Pour moi, c'est un texte qui est presque photographique. Ça, c'est pour le côté universitaire. Moi, maintenant, je suis essentiellement écrivaine. J'écris des livres. Alors, c'est vrai qu'il y a marqué roman sous mon dernier livre. Moi, je considère que c'est de la non-fiction. Je considère que je laisse les éditeurs décider aussi de comment est-ce qu'ils veulent nommer ce que je fais. Et moi, mon écriture, elle est traversée par des images. J'ai une obsession, je suis obsédée par les images, je les collectionne, je les découpe, je les mets au mur. Enfin, je les traque. Je ne sais pas pourquoi les images me plaisent souvent, elles m'obsèdent. Et en fait, elles sont pour moi ce qui déclenche l'écriture de manière parfois assez mystérieuse. En ce moment, j'écris un livre sur l'amitié et au mur, j'ai un débris de colonne romaine. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il y a un lien. Et le dernier livre que... Donc là, je vous ai mis quelques images qui ont hanté mon écriture ou mes derniers livres. Le dernier livre que j'ai publié était sur une histoire de l'anatomie et du deuil. Et en fait, je vous ai mis certaines images qui m'ont accompagnée pendant des mois. Qui sont des images où il y a à minima quelque chose de fantomatique, comme les hidden mothers que vous voyez, qui sont ces mères qui se recouvrent pour que leurs enfants ne bougent pas sur les photographies. Avant, il y avait une photographie post-mortem que j'avais mis dans le diaporama. Et ces images, elles infusent l'écriture pour moi. C'est-à-dire que je vis avec, et c'est d'abord par elles que ça se passe. De telle manière que mes livres, il y a un squelette invisible qui est entièrement constitué d'images. J'ai décidé de ne pas mettre les images dans le livre. Je mets évidemment les légendes. Et en fait, c'est elles qui accompagnent et qui structurent mon travail. Merci. Et if we can put up Vince Aletti's presentation. Thank you very much. So, on va mettre la présentation de Vince Aletti maintenant. Je commence toujours. J'aimerais beaucoup parler de disco, mais on est à une foire de photographie et il faut qu'on parle de photos. Vous êtes sûr? Oui. Mais peut-être que vous pouvez nous parler de la triangle entre l'image et le texte, qui était comme le titre de Roland Barthes, Shaped, ses essais, et comment ce triangle a modulé votre pratique en tant qu'éditeur. J'ai commencé
par écrire sur la musique, sur la pop, essentiellement la pop noire. Et j'ai fini à beaucoup travailler sur le disco. Donc j'ai toujours été très intéressée d'un point de vue très personnel de ce que ça me disait, de ce que les lyriques disaient. J'étais très passionnée par les lyriques, beaucoup plus que d'autres écrivains, d'autres auteurs. Surtout que j'ai jamais fait d'études de musique. Donc j'ai écrit sur ce qui m'a enthousiasmé, ce qui m'a touché. Et très souvent, ça a été ce que disaient ces personnes, ce que Smokey Robinson avait à me dire sur la romance. Donc beaucoup de ce que j'ai écrit au début parlait de ce que fait la musique. La plupart du temps, de la musique pop avec des paroles. Je n'écrivais pas sur la musique sans paroles, parce que la musique me parlait à travers ces paroles. Donc, quand j'ai commencé à parler de la photographie, je venais d'un point de vue similaire. Qu'est-ce qu'ils me disent, ces photographes? Qu'est-ce qu'ils essayent de me dire? Qu'est-ce qu'ils pensent me dire? Ce qui n'est pas toujours la même chose. Très souvent, j'essaie de trouver l'écart entre ce que quelqu'un pense faire et ce qui démontre en fait ce qu'ils véhiculent dans leur travail. Et le pire, c'est qu'il y a un très grand écart. Mais j'ai toujours été intéressée par les vies qui existaient derrière ces œuvres, derrière ces activités. Quand j'ai commencé à écrire sur la photo au Village Voice, les premières articles longs que j'ai faits, c'était des profils critiques de photographes dont la plupart étaient émergents. Ils avaient fait leur première show, première expo, et ils m'intéressaient et je voulais savoir pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient, et comment ils construisaient une vie autour. J'étais très conscient de la photographie en tant qu'art et profession, en tant que métier. J'ai passé beaucoup de temps avec Peter Huja, un ami qui a eu beaucoup de mal à vivre, à gagner sa vie en tant que photographe. Je savais que ce n'était pas une facilité, qu'il fallait y travailler, il fallait dédier sa vie, et que souvent était très douloureux. Et une partie de ça, on le ressent à travers son travail. Et idéalement, on peut sentir la personne derrière le matériel, derrière l'image. Et je voulais savoir ce qui motivait les photographes et comment ils faisaient leur travail et ce qu'ils voulaient dire à travers leur travail. Donc, Daoud Bey était une des premières sujets d'articles. Flazar Chic, Sally Mann, d'autres, c'était des photographes qui commençaient en tant que professionnels à ce moment-là, quand j'ai commencé à écrire. Donc, ils commençaient à exposer dans les galeries. Et souvent, surtout, ils étaient souvent anxieux de comprendre eux-mêmes ce qu'ils faisaient. Ils cherchaient leur chemin, ils cherchaient comment vivre, exister dans le monde, des galeries. Et tous ces aspects m'intéressaient. Mon rapport avec l'image et le texte, c'est que j'écris sur les images. Je pense qu'il n'y a pas forcément. L'image et le texte ne sont pas forcément destinés à être ensemble, mais chacun des deux illumine l'autre. Donc, on va pour le deuxième tour. De notre conversation, on va commencer par la fin. Donc, dans votre livre le plus récent, Drawer, publié Publish Be Happy et lancé ici, à Paris, à part le titre, il n'y a presque pas de texte. Donc, c'était un choix très radical pour quelqu'un qui a fondé sa carrière sur l'écriture, sur les images, à écrire sur les images. Est-ce que cette stratégie de séparation a été pour vous
qui reflétait une croyance que vous avez sur ce sujet. La croyance n'a rien à y faire. Je voulais faire quelque chose de facile. Je voulais faire un livre d'images. J'adore des livres d'images. J'adore avoir des jeunes membres de ma famille qui lisent des livres comme ça. Donc, je voulais faire quelque chose qui pouvait exister juste en tant qu'image, que les gens pouvaient interpréter seuls. J'avais pas envie de l'expliquer, ni de mettre de légende. J'avais pas envie de dire quoi que ce soit. Je voulais que les gens digèrent une page après l'autre, une image à la fois. Ils vont voir des choses qu'ils connaissent, qu'ils reconnaissent. Ils vont voir des choses peut-être qu'ils n'ont pas vues ou qu'ils ont aperçues. Mais essentiellement, c'est un reflet de l'intérieur de ma tête, de mon cerveau, des images qui m'ont obsédé, que j'ai gardées à travers les années et que j'ai toujours vues ensemble plutôt que individuellement. Ce tiroir, c'est le lieu où tout ce matériel s'est accumulé. Il y a des images que j'ai depuis les années 60 et je reviens souvent. C'est des images qui me plaisent. Il y a des choses que j'ai mis dans le tiroir la semaine dernière et je veux que les gens le voient comme ça. Ils peuvent avoir les idées qu'ils veulent, mais je ne vais pas leur expliquer. Je ne peux pas leur dire quelle image est présente, ou pourquoi certaines images sont sur la même page. C'est totalement aléatoire de beaucoup de manières. Mais je ne dirais peut-être pas aléatoire, parce que chaque composition a un sens pour moi. Mais c'est très spontané en même temps. Tout ce livre a été fait au cours d'un même après-midi, à bouger et faire bouger des images et les essayer, faire des essais. J'ai fait un show à ICP qui s'intitulait This is not a fashion photograph. Et donc, où il y avait des images qui n'étaient pas prises comme images pour la mode. Et une des choses que j'avais envie de faire, c'est de faire en sorte que les gens vraiment ils regardent le travail sans légende, sans explication. Ils pourraient emmener la liste pour vraiment comprendre ce qui était là, mais j'étais plus heureuse quand ils se baladaient dans l'expo. Et j'espérais qu'ils pourraient comprendre pourquoi il a été là et qu'ils pourraient comprendre plus tard qui a créé l'image. Mais j'avais envie qu'ils soient en contact avec cette image en tant qu'image, sans explication, sans le nom de l'auteur. Il me semblait la manière la plus claire de voir clair. Merci. And then we need Hélène's presentation back up again. Hélène, maintenant, si on peut voir sa présentation. And so I'm fascinated by your last Je suis fascinée par votre dernière which is also becoming a book on qui est en train d'être un livre sur l'amitié. Et vous avez dit que vous avez consulté beaucoup d'images d'archives pour composer votre pièce. Et je lisais le texte que vous avez écrit et c'est fascinant de voir comment vous êtes parti explorer San Francisco avec une idée de quête pour connaître l'histoire queer du mouvement de l'écriture et vous avez été très impressionné par la manière dont le capitalisme a entre guillemets phagocyté tout. C'est une image du passé qui sont tellement illuminants et enthousiasmants et votre rencontre avec le vrai espace physique ont modifié votre pièce, ont influencé sur votre pièce. Peut-être qu'il faut redire que je travaille sur deux choses en même temps en ce moment. Je travaille à la fois sur le livret d'un opéra
qui sera joué en juin à la Philharmonie, dont la partition a été composée par Sacha Blondeau, et qui est pour un orchestre symphonique et un soliste qui est François Chéniaud. Et en même temps, je travaille sur un livre, un nouveau livre, un prochain livre. Et le point de départ de ces deux projets, c'est un peu le même. C'est que je me suis dit qu'on m'a raconté, mettons ma famille, mes parents m'ont raconté mon histoire, d'où ils venaient, ce qu'ils avaient fait. Et donc j'avais l'idée comme ça d'une lignée à peu près. Mais comme ma famille est majoritairement hétérosexuelle, on m'a jamais raconté une autre histoire qui est aussi la mienne, qui est une histoire de l'homosexualité, disons, pour le dire à minima. Et ça, on m'a jamais rien appris, on m'a jamais rien expliqué. Et je me suis dit, je vais aller la chercher. Et on s'est dit d'ailleurs, avec François Chéniaud et Sacha Blondeau, on va aller la chercher ensemble, puisque c'est notre histoire, de manière différente. Et on a eu la chance d'être accompagnés par la Villa Albertine, donc qui est un programme de résidence aux États-Unis, et d'avoir un mois de résidence à San Francisco. Moi, j'étais jamais allée à San Francisco de ma vie. C'est un lieu historique pour les archives. Je dis queer, mais il faudrait dire LGBTQIA+. Et j'avais une idée qui était presque un fantasme de cette ville où j'allais trouver tout ce que je cherchais. Et en fait, la ville en elle-même, et c'est ce que j'ai écrit dans l'article que tu mentionnes, est complètement défigurée par l'argent, puisque San Francisco, c'est là où il y a le siège d'un certain nombre de multinationales, et donc toutes les personnes qui faisaient cette vie militante, artistique, sont parties, parce que c'est impossible presque de vivre à San Francisco maintenant. Et donc, il n'y avait plus aucun présent, presque plus aucun présent, c'est pas vrai, mais il reste quand même encore quelques personnes. Mais ce qui reste, c'est à la fois des figures historiques. On a eu la chance de discuter pour ce projet avec Judith Butler, par exemple, qui vit à Berkeley, qui vit pas loin, ou Suzanne Stryker, qui est une historienne pour des luttes et des droits des personnes trans. Mais sinon, la ville a été vidée, disons, d'une force de présent. Mais il reste des archives extraordinaires dans deux endroits, à la GLBT Archive Society, qui est à San Francisco, où il y a des fonds où c'est assez bouleversant, puisque les gens ont donné beaucoup d'images photographiques. Donc là, je vous mets des extraits de ce que vous voyez, des extraits de ce que j'ai pu voir. Et des gens, parfois, ont donné leurs archives dans une forme d'urgence assez bouleversante. Ça nous est arrivé d'ouvrir des boîtes, et il y a des perruques, il y a des vêtements, mais il y a aussi des photos. Il y a énormément de choses et c'est pas encore trié. Et à la SF Public Library, qui est l'équivalent de la Bibliothèque nationale de France pour nous, il y a aussi un certain nombre d'autres fonds qui documentent des événements très importants comme la White Night, par exemple, à San Francisco, qui est la nuit de soulèvement qui suit l'annonce du verdict, de la peine de l'assassin d'Harvey Milk, qui avait été condamné à une peine très légère par rapport à ce qu'il avait commis. Et donc, il y a une photo avant là. Il y a eu une nuit de soulèvement qui est documentée. Et donc, cet opéra et ensuite ce livre que j'écris, ils sont nourris par ces images qui, en fait, sont des preuves assez extraordinaires de ce qui s'est passé et qu'on ne trouve plus forcément dans la ville. Et c'est aussi une quête qui continue, puisque là, on part chercher des archives à Amsterdam, à New York, à Londres. On essaye en fait de réunir ces images. On les cherche aussi en France, ce qui est plus difficile. Hier, j'étais aux archives lesbiennes, par exemple. En tout cas, il y a une tentative pour que ces archives elles existent, mais c'est quand même encore assez fragile ou assez marginal. Et l'idée ensuite, ça va être d'écrire depuis ces images. L'archive, c'est encore un autre endroit de la photographie. Déjà, les archives photographiques de vie singulières, elles ne sont pas forcément gardées parce qu'on a du mal à voir
en fait la valeur que ça peut avoir, nos photos de famille, enfin on la voit maintenant, mais nos photos de famille, les photos qu'on a toutes et tous fait, quelle valeur ça a. Mais alors les photos des vies qui ont longtemps été jugées comme des vies ignobles, ça a encore moins de valeur. Donc les gens, ils ont jeté leurs archives, les gens ont jeté les archives. Et c'est extrêmement précieux et c'est aussi déterminant en fait d'avoir ces images-là et de les faire vivre en fait. Donc le livre sur lequel je travaille essaye désespérément de trouver un équivalent français au mot anglais qui est kinship et qui est queer kinship, qu'on peine à traduire en français, qui sont les liens, en tout cas c'est la famille choisie, comment est-ce que un certain nombre de personnes queer ont réinventé ce que pouvait être la famille et les manières de se lier. Et c'est par les images, en fait, que je trouve ça pour l'instant. C'est-à-dire que c'est les images qui m'ont le plus donné, qui m'ont le plus mis sur la voie, qui m'ont le plus fait découvrir de personnes. Et parfois, par exemple, ça peut être, là, très récemment, une image que j'ai trouvée dans une brocante et que j'ai dû payer 20 centimes, qui date des années 40 en France. On voit 2 hommes dans un champ. Voilà. Donc, on trouve des archives comme ça, mais c'est encore assez rare et assez précieux. Et du coup, tu vas inclure les images aussi? Are you going to include the images this time or not? Pas dans le livre, je pense. Mais après, moi, je me dis qu'il pourrait y avoir une extension, c'est-à-dire que le livre, qui sont des romans, pourrait aussi être en un sens. C'était pareil pour celui sur l'anatomie, un livre d'images. On pourrait faire 2 livres. Mais non, en tout cas, dans un premier temps, non. Mais là, on travaille déjà à une forme peut-être... de ce livre-là en lien avec Sacha après la Philharmonie qui pourrait être une forme du côté du spectacle vivant, une lecture avec des images. En tout cas, à un moment, ça serait intéressant que ça cohabite. Peut-être pas dans un objet. Enfin, on ne sait pas. Ça, je suis encore dans le travail. Merci beaucoup. Et last question to Carla, if we could put Dernière question pour Carla, si on peut revoir sa présentation. So your book with Mac. Votre livre avec Mac, it's first person fragmented script of visual narration where donc c'est un script, une narration à la première personne. C'est comme un livre qui mélange donc des textes trouvés avec vos propres textes. Et il y a plusieurs strates donc, de création. Vous nous parlez des sources du matériel, mais aussi la dimension politique qui est comprise dans cette œuvre. Donc, je vais parler peut-être tout d'abord, je vais donner un peu de contexte. Donc, l'apartheid est un mot africain, donc, qui veut dire la séparation, donc le fait d'être séparé, et c'est la minorité blanche en 1948 qui a utilisé ce mot pour parler de la distinction entre des groupes ethniques, donc les Noirs et les Blancs, et ceux qui ne rentraient pas dans ces 2 catégories étaient considérés comme de couleur, colored. Donc, ce système a pris fin en 1944, heureusement, mais les aspects économiques et géographiques, voilà l'apartheid, l'héritage existe toujours, donc la population blanche est propriétaire de 72% donc des terres privées du pays. Donc les questions structurelles, les problématiques structurelles n'ont pas évolué du tout. Donc ce land grab, donc c'est l'expropriation de terres coloniales existe toujours, et nous avons cette loi des terres natives dictée qu'il fallait mettre de côté. Donc 92% donc des terres pour les colons blancs. Et voilà, la situation n'a pas tellement évolué, à mon sens. Il n'y a pas eu de réparation. Donc, dans mon livre, dans cet album,
voilà, j'explore donc le moment où l'Afrique du Sud a été reconnue par les Portugais en tant que, voilà, le point où l'Est et l'Ouest se rejoignaient. Donc, sur la route voilà, pardon, la route des épices. Donc, c'était un point sur cette route des épices, un moment d'expansion coloniale. Et donc, les images que j'ai recueillies, donc je les ai recueillies de magazines, donc Panorama, une question gouvernementale, en fait, une sorte de propagande qui proposait cette narrative de pouvoir colonial, pouvoir blanc. J'ai aussi retiré des images de National Geographic et aussi des textes scolaires, voilà, de ma mère. Elle a été scolarisée pendant les années d'apartheid et donc j'ai examiné ses livres d'histoire. Elle avait tout gardé, en fait, ces livres d'écolière. Donc j'ai inclus des images tirées de ces livres dans mon album, aussi des images de nos albums de famille, des journaux d'époque et des journaux contemporains. Donc cet élément moderne et contemporain, je voulais l'inclure également. Donc ce livre, cet album est en lien avec le passé, mais je voulais également inclure des éléments modernes. Donc c'est vraiment l'histoire coloniale et c'est aussi donc voilà un argument sur le moyen. Donc on a souvent utilisé ce moyen en tant qu'arme dans le contexte de pouvoir colonial. Donc l'idée d'écrire un livre sur tous ces sujets, donc le fait de produire des connaissances, de classifier, de catégoriser, de cartographier, de diviser, voilà, pour mieux vaincre. Je veux dire, voilà, examiner les archives, raconter les histoires, toutes ces activités, voilà, qui tournaient autour des activités coloniales. Donc le grand défi dès le départ, pour moi, a été de déconstruire les images et le langage et de comment dire, défaire, ébranler donc cette vision autoritariste de l'histoire. Et voilà cette linéarité qui pouvait lutter contre cette histoire coloniale très rigide. Donc, on a déjà parlé de l'idée donc d'abattre le quatrième mur à travers la narration donc consciente et en utilisant des différents moyens d'encadrement. L'écriture et l'histoire que je raconte est toujours vue à travers un prisme personnel, donc très fragmenté toujours. Et comme je disais tout à l'heure, il faut le passer à travers le prisme personnel et politique. C'est obligatoire. Donc voilà, c'est un bloc-notes presque chromatique vert, donc presque une encyclopédie qui bascule entre les faits, voilà, la réalité et la fiction. Et enfin, mais c'est moi qui crépite là, c'est mon micro peut-être. Voilà. Voilà, donc je vais poser ça peut-être. Donc j'aimerais conclure
Dianita Singh, par exemple, j'aime bien cette citation. Donc, un livre est une conversation avec quelqu'un à l'avenir, qui n'est pas présent, enfin, qui sera présent à l'avenir. Donc, c'est une conversation pour moi avec mon lecteur, mes lecteurs, avec des étudiants, donc tous ceux qui luttent contre voilà, ces problèmes collectifs, et donc les mythologies blanches. C'est aussi une sorte de réponse à la phénoménologie du blanc. Et Sarah donc pose la question, si le fait d'être blanc n'est pas inaperçu, qu'est-ce que cela veut dire d'étudier donc la blancheur? Oh, j'aimerais chercher voilà, la citation exacte. Qu'est-ce que cela veut dire donc, de remarquer cette blancheur? Donc, il y a un éducateur, donc d'écolier, donc il est africain-américain, Dwayne Reed. Il est actuellement à New York, donc il a dit la suprématie blanche ne mourra pas jusqu'à ce que les Blancs le comprennent en tant que problème des Blancs. Ce n'est pas un problème des personnes de couleur, des Noirs. Donc voilà, merci. Non, je n'ai pas prononcé cette citation, mais c'est Dwayne Reed, c'est à lui l'honneur. Mais ce sont les idées-là qui sont au cœur de mon œuvre, de mon travail en tant qu'écrivaine, de photographe et formatrice. Merci beaucoup. Je voulais savoir s'il y avait des questions du public. Je vais vous passer le micro. Sauf si... Voilà, il n'y a pas de micro pour les membres du public? Non, je vais vous passer mon micro alors. Mais vous êtes libre, vous êtes né libre? Non, je ne suis pas né libre. Donc, la génération née libre en Afrique du Sud, ce sont ceux qui sont nés à partir de 1994, donc après la fin de l'apartheid. Je suis née en 85, en fait. Donc oui, voilà, j'ai un visage de bébé. Merci beaucoup. Donc, j'avais 10 ans quand l'apartheid a été éliminé. Donc pendant mes premières années de l'école, donc j'ai fréquenté une école intégrée. Donc mes années de lycée, j'étais dans un lycée ségrégué. Donc, j'ai vécu, voilà, ah non, c'est plutôt le contraire, pardon. Donc, j'ai vécu une enfance, voilà, en pleine évolution. Donc, je suis du Cap. Ah, moi aussi, je suis beaucoup plus âgée que vous. Merci beaucoup pour votre commentaire, votre question. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, merci beaucoup. Donc, c'est plus qu'une question. Je pense que la photographie est un médium assez limité. Et quand vous travaillez sur des questions tellement complexes, voilà, la blancheur, le queerness, qui est vraiment, qui a toujours été encadré et expliqué par des Blancs, je pense qu'il est tellement important d'inclure du texte, parce que les photos ne suffisent pas, à mon avis. Donc, merci beaucoup de votre contribution, de votre travail là-dessus. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais remercier nos panélistes. Merci beaucoup d'y avoir participé et nous serons de retour à 15h30 pour notre prochain panel, donc célébration de femmes photographes avec Damaris Samao, Fiona Rogers et Maya Kapayeva. Merci beaucoup.